l'examen sur la santé universelle et la préparation. On voudrait vous remercier de votre présence et remercier le secrétariat de UHPR de l'OMS pour le soutien qu'ils nous ont donné pour cette réunion. Cette réunion a deux objectifs. Tout d'abord, présenter le ministère de la Santé au ministère de la Santé les aspects relevants de l'examen sur la santé universelle et la préparation, et aussi partager la méthodologie utilisée par le protocole pilote. Le projet de protocole pilote est guider le développement du rapport de l'UHPR. Suivant, s'il vous plaît. Tout d'abord, l'ordre du jour de cette réunion, la bienvenue par le Dr. Ciro Ugarte, qui est le directeur du département de la santé de l'OPS. Dr. Ugarte, vous avez la parole. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, confirmez que vous m'entendez. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir ici, nos collègues de Genève. Je vois Stella. Mike, comment allez-vous? Merci de vous être connecté. Et bienvenue à tous les États membres et aux participants. C'est un plaisir de vous avoir. Nous avons voulu avoir ce dialogue avec les États membres. Nous avons une présentation avec nos responsables de bureau autour de ce UHPR. On a vu quelques amendements éventuels aussi cette semaine. En ce qui concerne le UHPR, nous avons vu qu'il y a certaines approches sur les évaluations en termes de l'évaluation des capacités des pays. Et il est essentiel pour nous de comprendre quels sont les outils, les méthodologies, quel est le chemin parcouru, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre au niveau national et au niveau international. Il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs leçons qu'on doit prendre de la pandémie et d'autres urgences assez répandues. Et le dernier pas, c'est d'assurer que les pays eux-mêmes portent tous ces points au plus haut niveau, qu'ils ont les capacités nécessaires pour entamer les réponses au niveau de la communauté internationale aussi, qui va pouvoir compléter ces efforts des États membres. Donc, pour moi, c'est un plaisir, un privilège d'avoir Mike, Stella, tellement de collègues qui sont joints à nous. Merci à nos collègues des services sanitaires d'avoir organisé cette séance et bienvenue à cette séance. Je suis sûre que ça va être une réunion très fructueuse. Merci, docteur. Pour continuer avec l'agenda de notre réunion, le docteur Mark Ryan. Docteur Mark Ryan, vous avez bonjour. La parole. Mike, yes. Oh, me? Okay, sorry. Oh, c'était moi, pardon. Je n'étais pas en train d'écouter l'interprétation. Merci, docteur. C'est un plaisir de vous voir. Merci à toute l'équipe de l'OPS. Merci aux États membres de vous être joints à nous ce matin. Merci pour votre intérêt autour de ce processus tellement important. On attend d'autres gens qui vont se joindre à nous, je crois. Il y a des collègues qui sont déjà en ligne. Stella, donc, elle lidère le programme tout le travail autour de ces processus UHPR.
Donc, il s'agit d'un processus proposé par les États membres. Au début, c'était donc les États membres qui se sont organisés pour voir comment avoir un regard supplémentaire, un regard sur les systèmes. Et je pense que c'est ce qu'il manquait à l'époque. Nous avons des examens post-action, des évaluations, des auto-évaluations, l'ACNUR. Donc, tout cela aide beaucoup et les agences sanitaires nationales sont capables d'évaluer, d'identifier des lacunes, des faiblesses dans leur système et de générer des plans d'action nationaux autour de ces lacunes-là, de ces fossés-là. Donc, mais il y avait quelque chose qui manquait. Une façon, une approche multisectorielle qui implique la société dans son ensemble autour de ces évaluations, de ces lacunes, pour générer une approche plus au niveau gouvernemental et sociétal, de telle sorte que vous générez davantage de compromis de la part, d'engagement de la part des gouvernements, de la part du secteur public, privé, pour que ces plans aient plus de chances de recevoir un financement durable et un financement public. En faisant cela, essayer de générer un mécanisme pour que les États membres ou pour avoir tous les États membres puissent voir quelles sont les lacunes, les investissements nécessaires, parce qu'il faut se préparer pour plusieurs situations d'urgence en parallèle. Nous avons pu aborder la gestion multirisque vis-à-vis de la pandémie, mais pas que séisme, conflits. Nous avons vu malheureusement dans la région ce genre de conflits ces dernières années. Donc, il s'agit d'un processus multisectoriel, multidimensionnel, et toute la société, tous les gouvernements doivent travailler de pair. Donc, l'ACNUR est en train de fournir un mécanisme, une méthodologie pour que les plus hauts niveaux du gouvernement puissent travailler ensemble, coordonner les actions, pour qu'après ces débats nationaux, les États membres puissent prendre contact entre eux pour travailler autour d'un mécanisme d'examen de pairs ou d'examen par les pairs pour définir les défis, les opportunités, les investissements nécessaires, de sorte qu'on puisse avoir plus de solidarité entre les pays, entre les pairs, pour construire vraiment pour être bien préparé en cas de situation d'urgence. Donc, l'UHPR, était d'abord un pilote et on a eu 5 pays qui ont dirigé cela et je suis sûre que Stella sera d'accord. C'est les pays qui ont dirigé cela qui ont pu voir quels étaient nos efforts. Donc, il faut impliquer tous les États membres en tant que co-créateurs de cette méthode, parce que avoir un processus UHPR où les États membres ne sentent pas vraiment que c'est le produit dont ils ont besoin, ça n'aura pas beaucoup de sens. Non, c'est là pour aborder leur propre système et ceux des autres pays membres. Donc, l'objectif de l'UHPR, c'est de construire de la solidarité, renforcer la confiance mutuelle, renforcer les capacités nationales dans le cadre de la préparation aux situations d'urgence sanitaire. Cette approche de plus haut niveau entre les pays complète les autres évaluations, processus d'évaluation menés dans d'autres secteurs pour d'autres menaces. C'est quelque chose d'unique, mais ce n'est pas quelque chose d'indépendant. C'est-à-dire, l'UHPR doit être accompagné d'autres types de mesures dans le pays. Ce UHPR peut être vu comme le toit de la maison, mais il faut des fondements, des bases solides pour qu'au niveau opérationnel, technique, toute la préparation face à une situation d'urgence fonctionne bien. Mais pour mettre le toit sur la maison, il faut appeler aussi les gouvernements et tous les secteurs
pour savoir comment y parvenir. Donc, Stella, vous pouvez m'arrêter si vous trouvez que je me trompe ou autre. Toutes les interactions, tous les examens post-action vise à ce que toute la société soit d'accord, atteigne un consensus pour la préparation. Il y a quelque chose qui manque parce que là, on est dans la partie nationale du processus. Il me semble que nous avons des idées, des plans en ce qui concerne comment aborder cela au niveau plus international. C'est en cours. Et une chose que, à mon avis, les États membres doivent construire ensemble, il n'y a pas de composante de conformité. Ce n'est pas un organisme de conformité. L'UHPR, c'est un mécanisme solidaire entre pairs, un mécanisme de dialogue entre pairs et les États membres doivent définir, eux, quelle sera la nature de ce contact. Le processus de l'UHPR à la fin du pilote sera donc pour les États membres. Donc, il y a le processus IMB aussi. Je voudrais rassurer les États membres. L'UHPR ne sera pas un processus imposé. Quoi qu'il arrive au niveau de la gouvernance internationale, toute mise en œuvre sur le long terme de l'UHPR concernera la responsabilité des gouvernements, des membres de l'UHPR, de l'OPS aussi. Et le futur sur le long terme sera dans le contexte de l'UHPR. Cela, donc maintenant je cède la parole où je voudrais juste réaffirmer notre engagement vis-à-vis du processus UHPR. Félicitations à toute l'équipe pour leur travail et à l'OPS, bien sûr. L'OPS a piloté le travail dans la gestion des risques multiples. C'est une très bonne opportunité pour que les pays dans les Amériques montrent leur travail au monde, qu'ils démontrent que les pays des Amériques ont beaucoup de choses à offrir, pas seulement à eux-mêmes, mais au monde, dans un sens plus large. De la gestion des risques, j'espère que les pays de l'OPS pourront partager tout cela avec tous les autres pays par le biais de ce mécanisme d'examen par les pairs. Merci à vous tous. La prochaine pandémie pourrait se produire demain, donc il faut vraiment travailler dans la mise en œuvre des mécanismes tels que l'UHPR. Merci beaucoup. Et pour continuer avec l'ordre du jour de notre réunion, on va maintenant présenter le UHPR. À la fin des présentations, nous aurons un espace pour les pays. Ils peuvent participer par le micro ou par le chat. Alors, Dr. Stella Chungong va nous parler du cadre de référence de l'UHPR. Merci beaucoup. Merci aux États membres de l'OPS d'avoir joint cette réunion autour de l'UHPR. L'objectif de cette présentation, c'est de vous donner un peu de contexte sur l'UHPR et aussi, après, on va écouter les pays, comment ils ont dirigé, ils ont vécu leurs expériences. Nous avons la République centrafricaine, la Thaïlande, le Portugal. Malheureusement, l'Irak n'a pas pu se joindre à nous. L'Irak? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quel est l'objectif de l'UHPR? Le docteur Ryan en a parlé pas mal. C'est les États membres, c'est un mécanisme pour les États membres, un mécanisme qui aborde
ou qui plutôt couvre les systèmes nationaux et qui cherche à établir un financement plus prévisible et durable. Donc, les principaux principes sont la solidarité, la responsabilité mutuelle. Cela engage les décideurs nationaux. Donc, il y a une priorisation aussi des besoins des populations nationales alignés sur la mise en œuvre des évaluations sanitaires internationales pour diffuser ou pour prévenir la diffusion ou la dissémination des maladies. Il s'agit d'une plateforme de dialogue en ce qui concerne les priorités nationales entre les décideurs de politique et d'autres acteurs pertinents en termes de préparation durable avec des initiatives régionales, mondiales, et on va promouvoir la reddition des comptes mutuels entre les États membres. Comme vous le savez sûrement, ces dialogues sont menés aussi au sein d'autres forums internationaux, tels que le groupe de négociation, le groupe de travail HR, autour de la préparation, réponse, architecture de la résilience aux situations d'urgence et de catastrophes. Donc, si on pense à ces 5 étapes dans le processus, le premier est donc la préparation de la mise en œuvre. Il faut préparer l'engagement politique à haut niveau, autant que possible, au sein des pays. Qui va diriger ce processus? La deuxième étape se porte sur l'examen des diverses évaluations des compétences au sein des pays, des évaluations extérieures aussi. On a les rapports nationaux aussi, l'examen post-action. Et cet examen va générer des priorités et des recommandations clés issues de tous les processus menés au sein du pays. La troisième étape porte sur les rapports, sur la publication d'un rapport national UHPR sur la base de tous ces mécanismes existants dans les pays. Il faut ici identifier les meilleures pratiques, les lacunes, les défis, outre les priorités en termes de renforcement des capacités pour la préparation face aux situations d'urgence et à la résilience aussi. Ces rapports nationaux sont examinés avec une approche multisectorielle. On va réunir tous les secteurs pour s'assurer que ces rapports reflètent les vrais besoins et aussi vis-à-vis de toute la société. La phase suivante, c'est l'examen mondial. Je vais en parler davantage sur les autres diapos. Cela comprend principalement un examen international, un dialogue entre les États membres basé sur le soutien, la solidarité entre les États membres. La dernière étape, c'est justement une action sur les priorités grâce à ces mécanismes mondiaux. Là, on parle de renforcement des capacités, vraiment. Il s'agit de ressources financières, humaines, tout cela pour renforcer les capacités des pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, il s'agit là d'un mécanisme multisectoriel piloté par le pays pour créer un environnement favorable à la mise en œuvre des réglementations internationales et d'autres obligations nationales.
il faut ici employer la solidarité nationale pour renforcer le système, la gouvernance, les capacités au sein du pays, notamment en ce qui concerne, notamment au niveau pays, on a vu qu'on a pu améliorer le niveau de mobilisation transsectorielle en rassemblant les acteurs clés de plusieurs secteurs pour pouvoir justement traiter des secteurs qui ont besoin d'aide urgente. Alors, comment les plans d'action? On va prioriser plutôt des plans d'action. On va pouvoir financer aussi des plans d'action. C'est un point qu'on va traiter. On a ici aussi la construction des plans d'action sur la base des besoins des populations. Ce processus d'examen, comme je l'ai dit, implique des composantes nationales, des rapports qui sont pris en charge par une commission internationale de conseil. Il s'agit d'une commission internationale qui réunit tous les experts de la région qui ont l'expertise et les connaissances pour pouvoir soutenir et établir un dialogue en ce qui concerne les constats clés au niveau national. Au niveau national, il y a un mécanisme mondial d'examen par les pairs. Là, on aura des débats entre les États membres afin d'identifier des recommandations clés qui vont soutenir les États membres. Suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez parler moins vite pour faciliter l'interprétation? Oui, bien sûr, je m'en excuse. Diapo suivante, s'il vous plaît. En termes de la valeur ajoutée, c'est une question qu'on nous pose souvent. Quelle est la valeur ajoutée de l'UHPR, des processus existants? Alors, les pays eux-mêmes vont parler, mais juste pour souligner, le UHPR mobilise les niveaux plus hauts politiques, l'engagement. Donc, on va élever les considérations sur la préparation au plus haut niveau du gouvernement. Quand on... Alors, comme ça, tout ce travail vraiment va recevoir l'attention qu'il mérite. Une autre valeur ajoutée clé, c'est un dialogue transsectoriel. Donc, on peut établir et maintenir des niveaux améliorés de mobilisation et de dialogue intersectoriel dans des secteurs clés. Et vis-à-vis de toute la société, on va voir le secteur privé, le monde académique. Tout cela donc représente un large éventail d'acteurs qui vont avoir des discussions, qui vont décider sur les priorités clés du pays. On a aussi la notion du financement national durable. Cela comprend la cartographie, l'identification des ressources dans le pays, mais aussi l'identification du soutien international qui peut être maintenu d'une façon durable pour combler les fossés, les lacunes existantes. Et il y a toute une partie autour du travail entre partenaires, d'utiliser les conclusions des rapports pour travailler avec les sociétés, justement, qui soutiennent ces priorités nationales. Au niveau mondial, cela va promouvoir le dialogue mondial sur la préparation et ce processus d'apprentissage entre pairs est essentiel pour les pays en termes d'apprentissage de leçons, de soutien, mais aussi en termes du côté opérationnel technique. Donc, une autre question concerne la différence entre le JEE et
une évaluation externe du pays. Donc, la UH ou le UHPR. Donc, l'évaluation externe conjointe, c'est une auto-évaluation sectorielle, mais il y a donc cette composante d'auto-évaluation. Il y a cette composante d'avoir un examen par les pairs, mais ça se passe au niveau technique, sans cette approche mondiale de la solidarité, des plus hauts niveaux de contact. Plusieurs pays ont mené des examens internationaux conjoints et il me semble qu'en 2022, tous les pays dans la région de l'OPS avaient émis leur rapport annuel. Mais il y a plusieurs pays qui n'ont pas pu encore recevoir ou combler ces lacunes, qui n'ont pas pu financer le travail autour de ces lacunes. L'UHPR prend en compte tout cela pour l'amener au plus haut niveau des gouvernements. L'UHPR va justement utiliser toutes ces données. Il n'y a pas une duplication du système de collecte de données. Lors de l'UHPR, personne ne va se rendre dans un laboratoire. Donc, il y a une question d'interdépendance entre les systèmes de santé, les recommandations. On a dans l'UHPR tous les aspects sectoriels, pardon. Donc, en ce qui concerne ce qu'on fait au niveau pays, il s'agit d'un processus de 2 étapes. Et cela prend à peu près 12 semaines. Il s'agit d'établir un secrétariat multisectoriel technique qui réunisse les différents secteurs, agriculture, santé, etc. D'autres secteurs pertinents pour pouvoir commencer à avoir des dialogues sur quelles évaluations sont nécessaires dans les pays ou existent déjà dans les pays, quelles sont les recommandations qu'on y trouve et ajouter sur le plan national d'action. Donc, l'idée, c'est d'avoir un kit de priorités pour le pays. Il faut établir aussi une commission nationale multisectorielle qui soit au-dessus du ministère de la Santé. Il peut s'agir de ou c'est la commission nationale qui peut surveiller ce processus. Ça peut être les liens aussi avec des processus mondiaux. Une des recommandations aussi, c'est de mener un exercice de simulation technique pour savoir quelles sont les questions autour de la gouvernance, la coordination et le financement en cas d'urgence sanitaire. Donc, il faut avoir une discussion avec cette approche, mais une discussion de la part de toute la communauté. Et pendant la deuxième partie du pilote, on a donc des niveaux plus hauts d'engagement avec les équipes internes, externes, pour pouvoir construire et renforcer plutôt le pays. Avoir des niveaux d'engagement plus élevés, il faut avoir des discussions avec les premiers ministres, les chefs de gouvernement, les Nations Unies, les parlements et d'autres acteurs. Il faut travailler avec les différents ministères tout en élaborant ou en ayant des discussions avec les institutions de la société civile, le monde académique, le secteur privé, nos alliés des Nations Unies, et cela va nous amener vers un rapport, un projet de rapport. Et ce projet est soumis aux commissions mondiales
Donc, les priorités concernent la gouvernance, les systèmes, le financement et les risques et la gestion informée par le risque, basée sur le risque pour la préparation et la réponse. Donc, quel est l'état d'avancement actuel? On a beaucoup fait depuis que les États membres sont réunis et en termes, ou plutôt, les grands tournant était la note conceptuelle de l'UHPR lors de l'Assemblée l'année dernière. Et depuis, on a eu 4 pays qui ont mis en œuvre le pilote et on va écouter leurs expériences aujourd'hui. Et ces pilotes-là ont été utilisés pour informer, pour mettre à jour les outils dont on dispose. Nous avons aussi un groupe consultatif technique composé par toutes les régions de l'OMS, y compris l'OPS. Et ce groupe consultatif technique fournit du conseil technique pour la mise en œuvre de l'UHPR. Nous avons plusieurs réunions. La dernière était le mois dernier et on a eu la participation de tous les membres des groupes consultatifs techniques pour examiner les processus. Nous allons, nous tenons informés, nous tenons les États membres informés et on va continuer à le faire avec des séances informatives, des séances de conseil. Nous nous sommes rendus compte qu'une grande partie des États membres ont soutenu le processus UHPR. Et cela témoigne de l'importance de la préparation de la réponse en cas de situation d'urgence sanitaire. Quelques-uns de nos comités régionaux, y compris, ou plutôt, ils ont parlé de l'importance de l'UHPR pour renforcer le système sanitaire. Les organisations de l'État civil ont été informées de l'UHPR. On a eu des consultations avec elles et dont la plus récente était le 24 janvier. Et ces organisations-là demandent plus d'orientation vis-à-vis de comment les pays traitent cette question. En ce qui concerne la voie à suivre, nous avons toute une série de pays qui ont exprimé leur intérêt pour avoir un pilote en 2023, y compris Sierra Leone. Ça sera fait du 2 au 4 mai. Donc, on a eu 2 semaines d'avance, on va dire. On a eu aussi l'intérêt de la République dominicaine, de Bahreïn, le Rwanda. En termes de résultats de ces pilotes, on les utilise pour mettre à jour les processus, les outils, et nous espérons pouvoir diriger la phase d'examen universel par le pair dans les mois à venir. Nous allons avoir une séance de consultation avec les États membres qui va être présidée par les États membres et je suis sûre que vous allez tous y être invités. Dernière diapo sur les documents disponibles. C'est la dernière. Voici donc les documents disponibles en ce qui concerne les références que vous pouvez consulter. Nous avons donc le site web. Vous pouvez le visiter. Il s'agit d'un processus pilote et nous sommes ouverts à vos participations sur la page web ou par d'autres moyens. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. C'est un processus présidé par les États membres. Donc, merci beaucoup pour votre leadership. Merci. Merci beaucoup, Dr. Chungong, pour votre présentation. Nous avons partagé la version en espagnol, anglais et français du paquet technique sur le UHPR. On va continuer avec la présentation des expériences des pilotes dans les pays. On va commencer avec la Thaïlande, après la République centrafricaine et après le Portugal.
La Thaïlande, s'il vous plaît. On ne peut pas entendre l'audio de la présentation. On va recommencer la présentation de la Thaïlande. Elle est enregistrée, mais nous avons des problèmes avec le son. Merci beaucoup. Thank you to the organizers of this meeting for having me today. I am Dr. Chevesan Je Namwat, remercie les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis le représentant du groupe de travail UHPR et je préside cette initiative en Thaïlande. Je m'excuse de ne pas pouvoir participer à cette séance en direct, donc je la présente sous la forme d'une vidéo préenregistrée. Donc, dans cet exposé intitulé L'expérience de la Thaïlande dans la mise en œuvre de l'UHPR, je donnerai un aperçu des activités entreprises pendant la préparation, la semaine de mission et par la suite. Et aussi, je vais parler de la valeur ajoutée et des défis rencontrés. En 2021, le ministère thaïlandais de la Santé publique s'est engagé à participer au projet pilote de l'UHPR. Un groupe de travail a été constitué sous la direction du docteur Sopung Iamsiri Sawon, directeur général adjoint du département de contrôle des maladies.
En ce qui concerne la préparation politique, nous avons informé le vice-premier ministre et le ministre de la Santé publique. Nous avons également fait un rapport lors d'une réunion du Centre national d'administration de la situation des maladies infectieuses qui joue le rôle de gestionnaire national des urgences en matière de santé publique et qui est présidé par le Premier ministre. Des représentants des différents secteurs du comité ont été informés et invités à se joindre aux activités de l'UHPR par des lettres officielles. En ce qui concerne la préparation technique, l'équipe centrale du ministère de la Santé publique a informé le comité national du RSI qu'il a apporté un bon soutien. L'équipe centrale a tenu des réunions de consultation pour identifier les sujets à inclure dans l'exercice de simulation qui comprennent la communication publique, les vaccins aussi, les quarantaines. En ce qui concerne la préparation logistique, le département de contrôle des maladies du ministère de la Santé publique a travaillé en étroite collaboration avec le Bureau national de l'OMS pour assurer que les activités répondent aux objectifs. Nous avons programmé la semaine d'émission en avril 2022, juste après les longues vacances en Thaïlande. Malheureusement, le pic de vague Omicron s'est poursuivi depuis janvier 2022, ce qui a donc donné lieu à un atelier hybride auquel certains participants ont pu assister virtuellement afin de pouvoir maintenir une distance sociale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les pilotes UHPR de haut niveau? Nous avons programmé la réunion en avril, du 21 au 29 avril. La cérémonie de lancement était présidée par son Excellence le vice-premier ministre et le ministre de la Santé. Nous avons eu 6 réunions de plaidoyer de haut niveau qui comprenaient des représentants du ministère du Travail, du département de la sécurité et aussi du bureau de la sécurité sociale. 13 sites ont été visités. On a mené 2 exercices de simulation. On a eu 29 entretiens avec des informateurs clés. Nous avons mené des discussions de groupe avec plus de 80 participants. Et le vendredi 29, on a eu une cérémonie de briefing présidée par son Excellence le vice-ministre de la Santé publique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les pilotes UHPR et quelles sont les étapes suivantes? Depuis les pilotes en Thaïlande, on a mené une conférence de presse présidée par le vice-ministre du ministère de la Santé et par un représentant de l'OMS en Thaïlande pour renforcer la confiance des gens. Nous avons mené une consultation de rédaction du rapport RPUH. Nous avons partagé notre expérience au sein du consultatif technique au niveau régional aussi. Les étapes suivantes comprennent l'examen du rapport national de l'UHPR par l'équipe mondiale et d'évaluation par le PER. Nous cherchons le financement pour identifier les recommandations et les priorités. Donc, il y a une mise à jour de l'examen d'autres plans de santé pour mettre en œuvre les priorités et les recommandations. Donc, quelle est la valeur ajoutée? Donc, des informations qualitatives sur les points forts et les lacunes dans les domaines sélectionnés, renforcer, engager largement les secteurs de santé publique et non santé publique, renforcer le comité national du RSI et ses sous-comités, la promotion des politiques de divers ministères et instituts, y compris le comité national de la santé publique, compléter le EJ par des informations plus détaillées sur les thèmes sélectionnés. Et d'un autre côté, les défis, lorsqu'on a mené ces pilotes, c'est une activité, c'est un examen plutôt mené par les pays avec une méthodologie qui n'est pas encore stabilisée.
some strengths such as the epidemiological workforce and laboratory system in Thailand were not chosen for Quelques partenaires n'étaient pas trop pour l'UHPR. Ça a été un défi aussi. Les laboratoires épidémiologiques, par exemple. Therefore, the UHPR cannot provide a comprehensive Donc, of all components of il y a eu une compréhension partielle de la sélection des sujets qui constituent à notre défi certains points forts, tels que les personnels épidémiologiques, les systèmes laboratoires, n'ont pas été retenus pour cet examen. explanation of strengths and Évaluation. Et par conséquent, cela ne peut pas fournir une vue d'ensemble de tous les composants de la préparation et de la réponse aux urgences en matière de santé publique. L'UHRP peut compléter notre évaluation en fournissant une explication plus approfondie des points forts et des lacunes. Elle nécessite une méthodologie stable et soutien en tant que processus mené par le pays. Merci pour votre attention. Maintenant, d'après notre ordre du jour, on va passer la parole à la docteure Marianne Rosseline de la République centrafricaine pour parler sur la mise en marche du pilote de l'UHPR. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Roseline, comme on l'a dit. Je travaille dans la République centrafricaine. Je suis responsable de la préparation pour les urgences et le règlement de santé international dans le bureau de l'OMS. C'est un honneur de partager l'expérience de cette République pour l'examen universel de santé et de préparation. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme on l'a dit avant moi, dans la Thaïlande, aussi dans la République centrafricaine, l'examen est mis en marche dans trois étapes très différentes. La préparation, l'examen et le post-examen. Dans la préparation, on a eu un niveau politique. Dans le niveau politique, on a obtenu l'approbation dans le Conseil de ministres engager tout le gouvernement, même le président de la République. Dans les autres étapes, on a obtenu l'approbation du Premier ministre. Le Premier ministre a un comité technique où il se réunit avec tous les autres ministres, le système des Nations Unies, la société civile, les organisations non gouvernementales et le Parlement. Alors, c'était important d'avoir ce processus passé par ce comité. Après avoir passé par ce comité à niveau du pays, nous avons eu aussi le comité de crise nationale qui a sanctionné ou qui a validé tout le rapport qu'on a produit après le processus. Au niveau technique, nous avons mis en marche le secrétariat pour l'examen. Ceci après un décret du Premier ministre avec la participation de 65 personnes de toute la société. Ce secrétariat a réuni plus de 140 documents techniques que les experts ont analysés pour l'examen. On a organisé plus de 6 ateliers pendant les étapes de préparation et aussi pour obtenir un consensus national sur les résultats. La logistique, sur le point de vue de ce point de vue, était très robuste parce qu'il fallait mobiliser 20 experts internationaux et au niveau national, plus de 40 participants dans l'étape de préparation. Vous pouvez imaginer que le transport de tous ces participants était très important pour le bureau du pays et aussi pour le ministère de la Santé. Pardon, c'était 450 participants. Dans la deuxième étape,
l'examen lui-même. Il a été lancé par le Premier ministre. L'équipe a eu plusieurs réunions de plaidoyer. Nous avons eu 5 sites visités. On a eu deux exercices de simulation. Il y a eu des interviews à 28 secteurs clés dans le pays. Nous avons eu aussi des groupes de discussion avec plus de 120 participants. Finalement, les experts ont été reçus par le président de la République pour un bref rapport. Dans l'étape de post-examen, on a fait l'examen universel, on a fait sur la santé universelle, on a fait le rapport qui a été examiné par le président de la République et qu'on peut voir maintenant sur le site web de l'OMS. On a mis un jour le plan national de la santé qui a aussi été validé par le président de la République et on a aussi mis un jour le NAPHS. Tous ces résultats de l'examen ont été utilisés pour préparer le plan opérationnel de sécurité de santé qui a fini avec un plan d'investissement pour la sécurité de santé. On utilise maintenant ce plan d'investissement pour soumettre la demande de ressources au fonds pandémique. Il y a d'autres étapes incluses par notre rapport. Maintenant, on est en train de le réviser à niveau global, à niveau mondial, et on a mis en marche une matrice de recommandations pour la suivi et l'évaluation. On a établi un cycle d'évaluation de la mise en marche des recommandations de l'examen. Quelle est la valeur ajoutée? Dr. Chung a mentionné quelques valeurs, mais pour nous, à niveau national, c'est la première évaluation qui a aligné les systèmes de santé, la sécurité de santé et la couverture de santé universelle. Cet examen a permis d'obtenir l'engagement politique à plus haut niveau, le président, le premier ministre et le Parlement. L'examen a permis de chercher un engagement national et international à très haut niveau. Nous avons renforcé la sécurité globale pour le développement des capacités nationales. Nous avons beaucoup de partenaires d'autres pays qui sont venus nous appuyer, nous soutenir. Aussi, l'examen nous a permis de renforcer la planification stratégique pour la mise en marche des objectifs de développement durable. Les défis à niveau national. Le rapport a 320 recommandations. On doit les mettre en marche en 5 ans. Et nous sommes dans un pays avec un conflit de longue durée. Il est très difficile de mobiliser les fonds nationaux parce qu'il y a un déficit dans les finances nationales. Un autre défi, c'est mettre en marche la connexion avec le développement humanitaire qui est fondamental pour la résilience du système de la santé. Nous travaillons tous les jours pour répondre à ces défis dans la République centrafricaine. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la présentatrice de la République centrafricaine. Maintenant, la Dr. Paula Vasconcelos va parler sur le Portugal. Merci pour cette opportunité de partager avec vous notre expérience, l'expérience portugaise.
C'est un pays européen qui a participé aussi au UHPR. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous voudrions mettre en avant l'engagement du Portugal vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé depuis novembre 2020. Nous ne savions pas qu'en 2023, on serait toujours dans un contexte de pandémie, donc il était important pour nous de mener une évaluation correcte. Et la capacité de couverture sanitaire de nos services aussi, il fallait évaluer cela. Donc, c'était une articulation entre le ministère de la Santé et la Direction générale de la Santé qui s'est engagée pour faire avancer le pilote UHPR au Portugal parce qu'on avait une situation politique d'élection. C'était une période d'élection politique. Donc, nous avions une responsabilité technique avec un soutien technique. Donc, en termes techniques, il s'agit d'une articulation directe avec l'OMS de Genève et le soutien de l'OMS d'Europe. Nous avons pu engager plusieurs secteurs nationaux. Les gens étaient vraiment sensibilisés par rapport ou du fait de la pandémie. Donc, on a pu recevoir les contributions des différents secteurs en santé publique ou de la santé publique. Ça a été un défi de respecter les délais, c'est-à-dire ou plutôt les dates ou les périodes à laquelle on pouvait recevoir des visites. On a eu plusieurs mois pour le faire. On a pu se préparer. On a eu 4 mois pour se préparer pour la grande visite. En ce qui concerne les programmes proposés pour les visites, on avait notamment le soutien au groupe de travail, aux exercices de simulation. On a pu terminer un mois avant. Diapo suivante. Nous voudrions, ou plutôt, on va laisser ces diapos là. Je voulais juste dire que le Portugal a pu impliquer 80 participants de plusieurs secteurs. Pour nous, c'était quelque chose de très important parce qu'on a pu impliquer les groupes parlementaires de la santé, le soutien politique. On l'avait déjà, mais un support au sein un soutien plutôt au sein du Parlement. C'était très important. C'était la première fois où on a eu vraiment cette inquiétude pour une articulation au sein du Parlement suite à une visite de l'OMS au Portugal. Toutes les autres activités, on va les zapper. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui est important pour nous, nous sommes encore dans une étape de leçons apprises suite au Covid et ces leçons apprises, parmi elles, on a pu voir qu'il fallait changer certaines choses, certaines stratégies. L'UHPR nous a permis de savoir quels étaient les pas à suivre. On a pu aborder l'UHPR avec plusieurs pays européens et aussi lors des discussions avec l'OMS Europe et Genève. On abordait aussi la valeur ajoutée de l'UHPR. Nous sommes encore dans la phase de pouvoir comprendre comment les autres pays mènent leurs examens, mais le UHPR était très important au niveau national et sous-national pour que notre travail soit visible. On a une participation très importante
Pour montrer ce qu'on fait en termes de santé publique, on a pu voir aussi comment le Portugal, un tout petit pays par rapport à d'autres pays européens, comment le Portugal a pu contribuer avec des projets mondiaux, avec des outils mondiaux, des instruments mondiaux, tels que l'instrument d'évaluation. Et nos techniciens ont pu avoir une influence sur l'examen de cet outil, de cet instrument. On en a parlé avec les pays partenaires. Il est important de s'arrêter un moment, de réfléchir. Comme on était en contexte de pandémie, vu qu'on était en contexte de pandémie, on ne pouvait pas trop penser à la gouvernance, aux procédures, au positionnement pour ce genre de réponse. Donc, ça a été une opportunité de profiter, tirer parti des leçons apprises du COVID et comment elles pouvaient être durables. Et comment cela peut aider dans la réponse dans l'avenir, en fait, en cas d'urgence. Et quand c'est les précautions à prendre dans le secteur pour comprendre vraiment cette valeur ajoutée des initiatives de santé. Dernière diapo, et comme ça, nous allons finir notre présentation. La reconnaissance de l'OMS vis-à-vis de notre meilleure pratique, ça a été très important pour nous. C'était très utile. Quand nous recevons des visiteurs d'autres pays, ça c'est très utile. En ce qui concerne les partenaires au sein de l'Union européenne, ils ont reconnu que beaucoup des normes dans nos réglementations portugaises avaient aidé à avoir une meilleure flexibilité dans la réponse aux situations d'urgence. Nous attendons la deuxième partie de l'examen. Nous voudrions être un pays qui puisse être hôte, qui puisse discuter avec d'autres pays pour comprendre l'UHPR en tant qu'un instrument d'évaluation, d'examen, pour justement examiner les capacités, les compétences des pays vis-à-vis des défis mondiaux et comprendre aussi les défis par rapport à certains changements nationaux en termes de stratégie, de techniques. Je suis disponible si vous avez des questions ou des commentaires. Je peux partager avec vous quelques points sur la dynamique, la logistique, tout cela afin de pouvoir mieux s'organiser en tant que groupe. Nous avons travaillé avec des gens de différents secteurs. Ici, vous avez quelques photos, vous voyez un peu la dynamique, les différentes participations des différents secteurs, des visiteurs, les entretiens. Merci beaucoup à la présentatrice du Portugal. Merci aux pays qui ont contribué avec leurs expériences à la mise en marche du pilote de l'UHPR. Maintenant, nous avons la section des questions et réponses. Vous pouvez le faire par le chat ou la section de questions et réponses. Vous avez la parole. Adelante. Sim. Se não tem perguntas, quer dizer que eu fui muito clara. Isso é bom sinal. Muchas gracias. Yo tengo tal vez una pregunta que en algunas reuniones... J'ai une question. Dans quelques réunions, nous avons cette question dans les bureaux de l'OPS. Ceci aussi a été mentionné par Stella dans sa présentation. Quelle est la valeur ajoutée de ce mécanisme si l'on le compare avec d'autres mécanismes existants? L'évaluation volontaire, par exemple, qui est basée sur SPAR et qui se fait dans les Amériques ou d'autres instruments
pour évaluer les capacités des préparations d'urgence. Alors, quelle est la valeur ajoutée de l'UHPR si l'on le compare avec des autres instruments disponibles? Desculpem, a pergunta é para Portugal, nós podemos responder. Por supuesto. La question, c'est pour le Portugal. Nous pouvons répondre. Alors, d'après ce que nous comprenons, la façon dont nous avons compris l'UHPR, c'est un complément, un supplément par rapport à d'autres outils, d'autres instruments déjà existants de réponse aux situations d'urgence sanitaire. Un instrument supplémentaire, donc, alors c'est un outil de collaboration avec la société civile, avec la société dans son ensemble. Les pipelines ne sont pas très spécifiques. Il y a aussi un aspect d'évaluation externe ou l'examen post-action. Nous sommes convaincus que l'UHPR va au-delà de la composante technique, du composant technique. Il s'agit là d'une composante d'engagement, d'application en termes de gestion de la santé publique. C'est un outil qui nous permet de collecter des meilleures informations par rapport à la santé, non seulement en cas d'urgence sanitaire, mais aussi pour mieux préparer nos services à les aider à mieux se préparer face à une situation d'urgence. Nous avons essayé d'améliorer cette partie d'intégration autour de la gestion de santé publique. La gestion de la santé publique, c'est une gestion de l'urgence. Il faut comprendre l'ampleur du phénomène, l'importance du phénomène, la perception des sociétés, des communautés, de tout cela, la validité aussi du système. Les autres instruments peuvent compléter tout cela, mais nous croyons que l'UHPR nous montre qu'on doit améliorer nos actions au Portugal. On a contribué à cette idée qui intègre davantage les autres outils supplémentaires pour faire face aux menaces relatives à la santé publique. Merci beaucoup, Paula. Je vais rajouter quelques aspects à part de ce que Paula a mentionné. Tout d'abord, il faut dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un outil qui tient compte du système de la santé, la sécurité de santé, la couverture sanitaire universelle. Nous avons eu des sections comme si le système de sécurité de la santé était différent du système de la couverture de santé universelle. Alors que quand il y a une urgence, c'est le même système de santé qui doit répondre, pas seulement à l'urgence, mais aussi de continuer à protéger tout ce dont la population a besoin du point de vue de la santé. Donc, ce point amené par l'UHPR est très important. Dans la santé publique, on doit commencer à considérer le système comme un tout. Ce que Paula a dit aussi, c'est qu'il faut insister sur le niveau politique. On a dû faire les évaluations au niveau technique, à notre niveau. Mais nous n'avons pas un outil qui aille à ce niveau politique jusqu'au chef d'État.
pour le faire dire « je m'engage » avec toutes ces recommandations. On va mettre en marche toutes ces recommandations dans mon pays pour améliorer le système de la santé. Un autre point qui est très important aussi est la solidarité à niveau national et international. À niveau national, c'est la première évaluation dans laquelle on réunit toute la société. Nous avons eu des réunions avec les parlementaires et cette plateforme continue à fonctionner avec la société civile, avec la communauté. Nous avons eu un dialogue communautaire avec plus de 312 membres de la communauté qui viennent informer les politiciens de ce qui se passe dans la communauté et dont ils doivent tenir compte dans leur évaluation. Dans le cas de la République centrafricaine, nous avons un pays en conflit, une situation humanitaire de plus de 30 ans. Nous avons beaucoup de partenaires à niveau national et international, mais ils travaillent tous de leur côté. Avec le UHPR, on les a unis. On a mis en marche un mécanisme de coordination du secteur de la santé. Soit à un niveau humanitaire ou de développement, on a mis tout dans un même plan. Et on fait un modèle de maturité. Il s'appelle un plan, un budget, un rapport. C'est tout ce que le UHPR a accompli dans la République centrafricaine. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour vos questions et commentaires. Mediante el chat, yo recibí una pregunta y respecto al tema de indicadores. J'ai reçu une question dans le chat sur les indicateurs. C'est un aspect qu'il faut préparer pour le travail en présence. Il faut avoir un profil du pays et ceci inclut quelques indicateurs pour la gestion des urgences. Et quelques-uns n'ont pas à voir avec les gestions des urgences. Alors, comment est-ce que vous avez compilé l'information pour ces indicateurs? Vous avez la parole dans les pays. Je peux commencer et puis après d'autres pays peuvent ajouter des choses s'ils veulent. Tout d'abord, ce que j'ai dit, c'est qu'on a mis en marche le secrétariat national du HPR. Ce secrétariat a commencé avec une note de concept et des termes de référence de ce qu'il fallait faire. Et un de ces points du terme de référence était justement compiler l'information. Tout d'abord, on est allé à la direction d'archives pour voir quels ont été tous les rapports, les plans, tout ce qui a été développé à niveau national avec tous les partenaires dans les 10 dernières années. Nous avons beaucoup de partenaires dans le pays, comme je l'ai dit. Ils soutiennent le ministère de la Santé. Et c'est comme ça qu'on est allé à chaque département pour récupérer tous leurs documents. Si l'on n'a pas trouvé des documents, on a cherché les documents avec des personnes qui ont la mémoire du système aussi. Nous avons eu après plusieurs ateliers du consensus national autour des documents qu'on a trouvés. C'est comme ça qu'on a compilé 147 documents. Or, il fallait organiser cette information parce que l'information était éparpillée dans tous les documents. On a utilisé beaucoup le EGG parce qu'on a développé un modèle
dans lesquels on a fait rentrer toute l'information dont on avait besoin du point de vue du profil du pays. Sur la couverture universelle de la santé, par exemple, le numéro de médecins, si la population a augmenté. On a compilé toutes ces informations dans un Excel qu'on appelle le fact sheet. On a mis toutes ces informations, on les a partagées avec l'équipe à Genève, avec laquelle on avait des réunions tous les 2 jours pour la préparation. La République centrafricaine a été le premier pays à faire l'examen et on a appris à la fois qu'on mettait en marche l'examen. Celle-ci était notre méthodologie à l'époque. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat, une question qui vient de l'Argentine. Sur la Thaïlande et les données épidémiologiques dans l'évolution de l'UHPR. Qu'est-ce que les autres pays considèrent sur ces données? Por favor, ¿puede repetir? Pouvez-vous répéter la question? Excusez-moi. Tailandia refirió La Thaïlande, dans sa présentation, a parlé des données limitées épidémiologiques pour l'évaluation de l'UHPR. Qu'est-ce que vous pensez sur ces données épidémiologiques? Indicadores de resultados epidemiológicos. Il n'y a pas d'indicateur de résultats épidémiologiques. Des indicateurs UHPR, on peut avoir certaines informations épidémiologiques si on prend en compte les maladies prioritaires du pays. Certains indicateurs sont pris d'autres sources d'informations. Et comme ça, on peut avoir une perspective sur la moyenne régionale ou nationale voilà. Et cela aide les pays à avoir une idée de son positionnement au niveau mondial. Si j'ai bien compris la question, ce ne sont pas d'indicateurs épidémiologiques, mais plutôt des indicateurs de certains secteurs des soins de santé que les pays considèrent comme étant prioritaires. Au Portugal, par exemple, certaines priorités pourraient ne pas être les mêmes priorités que pour d'autres qu'on va voir dans d'autres pays. Mais les indicateurs UHPR sont plutôt standards non, pour justement faciliter la normalisation des données entre les différents pays. Les données considérées comme étant priorité par le pays concernent les principaux motifs les principaux motifs de maladie, de mort. Donc, on a des indicateurs de morbidité, de mortalité. On a vu que la plupart des indicateurs doivent être améliorés pour qu'il y ait une normalisation, pour qu'ils deviennent des indicateurs mondiaux. L'UHPR pourrait faciliter cette approche intégrale. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Je pourrais essayer de répondre d'une autre façon. Très bien, peut-être je peux ajouter quelque chose. Je pense que les données épidémiologiques auxquelles le collègue se réfère, c'est les données qu'on compile sur le profil épidémiologique du pays, des maladies infectieuses ou non infectieuses.
comme l'hypertension, par exemple. Comme Paola a dit aussi, ça dépend de l'indicateur que le pays veut considérer. Dans la République centrafricaine, par exemple, on a considéré pour démontrer quel est le système de santé, l'indicateur de VIH et de tuberculose. Et ces données existent parce qu'il y a des programmes nationaux sur ça. Ils compilent les données, ils les analysent et on a dû utiliser les données qui existent dans les pays jusqu'à 1 année ou 2 années de différence, mais pas plus de 5 ans. Sur les données épidémiologiques des maladies infectieuses, on a utilisé les données épidémiologiques qu'on a, surtout sur les outbreaks qu'on a maintenant. On a utilisé ça et on a utilisé des données à niveau régional pour confirmer ce qu'on a dans le pays. On a comparé les 19 sections du règlement de santé international dans le pays pour nous comparer avec la région, si on se compare par le bas ou par le haut. Et on a utilisé toutes ces données d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, les données qu'on a utilisées sont les données qu'on a dans le pays. Nous ne faisons pas une évaluation dans le moment de l'UHPR. On utilise les données qui existent déjà dans le pays. C'est ce qu'on a fait pour faire le UHPR dans la République centrafricaine. Merci beaucoup. Nous avons Paula encore. Muito obrigada, Marie. Eu acho que ajudou também a clarificar. Nós, em Portugal, só para ter uma ideia, nós escolhemos, por razões óbvias, Au Portugal, a SIDA, porque é programa prioritário, e a tuberculose, tendo em conta o target. nous avons choisi les FIDA parce que c'est un programme prioritaire sur la tuberculose. Essas foram as doenças infecciosas que têm importância para nós, tendo em conta serem programas prioritários. C'est une des maladies infectieuses prioritaires pour nous, donc ce sont des programmes prioritaires. Il y a un investissement en termes de ressources, des ressources propres aussi pour l'intervention dans ces 2 maladies infectieuses. La même stratégie va être utilisée pour les maladies non transmissibles ou non communicables. Et nous utilisons toutes les informations, toutes les données épidémiologiques autour des maladies oncologiques, cardiovasculaires, de santé mentale. Ce sont les grands domaines où les indicateurs épidémiologiques ont été utilisés pour une meilleure caractérisation des maladies et avoir une meilleure compréhension et comme ça, on pouvait avoir une meilleure compréhension de nos interventions. Merci. Merci beaucoup. À cause du temps, on va continuer avec notre ordre du jour et je passe la parole au Dr Samir Azmat de l'Organisation mondiale de la santé pour sa définition de ce qui vient du point de vue mondial à propos de l'UHPR. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Ses Excellences, chers très distingués invités, États membres, merci d'avoir pris de votre temps pour être là. Je voudrais aussi remercier la présence de mes collègues de la République centrafricaine, du Portugal, de la Thaïlande. Merci pour votre générosité. Merci de partager, d'avoir partagé ces expériences autour de cet examen universel sur l'état de la santé des préparations. Merci aux organisateurs aussi. Chers collègues, ce qu'on vous a présenté, c'est l'expérience que nous sommes en train de
gagné. Maintenant, on est en train de construire les connaissances universelles. C'est vraiment un processus présidé par les États membres. Nous sommes en train de recueillir les expériences grâce justement au partage de ces expériences et un exercice intéressant. Nous allons avoir une idée exhaustive générale de ce UHPR après avoir mené un examen universel. Vous allez tous avoir l'opportunité d'une façon transparente de vraiment examiner toutes ces expériences, les leçons apprises, ce qu'il y a eu de bons, de moins bons, à tous les niveaux. Nous avons besoin d'une réponse rapide, solide, en cas de situation d'urgence sanitaire, basée sur la coopération, la confiance, le partage d'expériences. C'est ce que vous avez pu écouter aujourd'hui. Les principes que présente cet examen universel de l'état de la santé des préparations, c'est aussi une incitation pour les États membres, pour les agences de coopération aussi, pour avoir des mécanismes afin de fournir les ressources lorsqu'on identifie les lacunes et lorsqu'on aura déjà les recommandations. C'est ce qu'on a pu écouter de la part de la République centrafricaine, pouvoir accéder au fond de la pandémie, et de la part de la Thaïlande, on a pu écouter qu'il y a une réglementation il y a un règlement relatif à la préparation face aux pandémies. Nos collègues d'Irak n'ont pas pu intervenir, mais l'expérience de l'UHPR a mené un plan de 10 ans qui va examiner la préparation en cas d'urgence sanitaire, mais pas que. Elle va examiner aussi ce qui définit une réponse solide pour n'importe quelle urgence sanitaire. Parce qu'on va renforcer tous les systèmes sanitaires, y compris la réponse au changement climatique. Donc, l'OPS a vraiment un historique de reddition des comptes et j'ai pu personnellement travailler avec presque tous les États membres de l'OPS. Et quelque chose d'unique de la part des États membres, c'est cette approche sur l'équité, sur les systèmes de santé résilients. Et nous sommes convaincus que c'est une très bonne opportunité pour pouvoir apprendre les expériences de la région. Donc, nous sommes en train de construire tout cela, nous sommes en train d'apprendre en même temps. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de compléter, de finaliser plutôt le cycle de l'UHPR après l'Assemblée mondiale de la santé en mai. Nous espérons que vous allez pouvoir vous joindre à nous, que vous allez pouvoir partager vos contributions, vos examens pour renforcer le système universel d'examen par les pairs. Et comme vous avez pu voir avec les rapports des pilotes, nous allons pouvoir recueillir quelles sont les meilleures pratiques ou celles que l'on doit éviter. Quand tous les pays commenceront à réfléchir dans cette ère d'après-pandémie et qui commenceront à répondre d'une façon dynamique aux urgences sanitaires, cela sera un nouveau paysage. Donc maintenant, on peut se baser sur les évidences, sur les preuves, et toutes ces informations sont disponibles sur le site web. Nous ne devons pas ajouter encore une couche à l'examen par le pairs, comme Michael et Stella l'ont dit. Plusieurs pays, ou presque tous les pays de l'OPS, ont déjà mené des activités de JEE. On a les ODS auprès desquels se sont engagés tous les pays d'ici 2030. Et ce sont des objectifs qui nous aident à accélérer nos progrès. Donc, si on regarde, ou plutôt, on doit souligner tout le travail fait et tout ce qu'on a pu recueillir, toutes les données. Donc,
Dans le cadre du HPR, on a des réglementations, des mesures de prévention pour les maladies qu'on peut prévenir. Et grâce aux Nations Unies, on a aussi des métriques dynamiques de dépistage rapide, des réponses à n'importe quel foyer épidémiologique. Donc, nous pouvons voir aborder aussi d'autres maladies telles que le sida, la tuberculose. La pandémie nous a montré à quel point il est important ou sont importants les systèmes sanitaires pour pouvoir faire face à certaines conditions sanitaires sous-jacentes. Et finalement, l'indice de la population saine dépend aussi des facteurs tels que l'eau, l'assainissement, la santé mentale aussi est très importante. La région en tient compte. Donc, ces indicateurs, ces métriques sont disponibles. On va recueillir tout cela dans un format d'accès facile et on va rendre tout cela disponible. Ça va dépendre des pays membres, définir quel va être leur chemin pour justement aboutir ce UHPR. Et il faut aussi mettre à jour le RSI. Depuis le secrétariat, les bureaux pays, les bureaux régionaux, on est là pour vous soutenir, pour répondre à vos besoins, à vos commentaires. Donc, nous espérons pouvoir recevoir vos retours, vos recommandations pour pouvoir construire tout cela ensemble et nous baser surtout sur vos priorités. Et voilà, je vous remercie. J'espère vous revoir bientôt à l'Assemblée mondiale de la santé et après lors de l'examen par les pairs. Merci. Merci beaucoup, Dr. Asmar. Merci pour cette présentation. Pour finir cette réunion, je voudrais remercier tous les États membres qui ont participé, à chaque présentateur, présentatrice et l'OMS et l'EPS pour leur support, leur soutien pour cette réunion. On va partager toute l'information que nous avons sur le HPR. Si vous avez des doutes ou des commentaires, allez, s'il vous plaît, au bureau des pays de l'OPS. Nous avons des informations en anglais, en français, en espagnol et dans l'OPS, on est engagé à vous aider si vous voulez faire l'examen universel. Nous avons une équipe technique, le département de services, de contrôle de maladies transmissibles, des déterminants sociaux et environnementaux. Et nous sommes prêts à vous soutenir. Docteur Ugarte, s'il vous plaît, fermez cette réunion. Merci, Celso. Samira, Stella, Michael, les États membres. Ça me fait plaisir de vous voir, Samira, parce que vous avez été une championne dans ce processus. Vous avez cherché des chemins pour établir un lien entre les différentes initiatives. Vous avez pu surmonter des barrières, les différentes barrières de différentes disciplines, de différentes institutions. Vous avez toujours cherché le bien de nos États membres. Vous savez que le cœur de notre mission est la santé des populations, des personnes. Nous voulons une population plus saine dans les Amériques. Donc, que nos États membres soient au centre, au cœur de cet examen pour l'adoption aussi d'outils utiles qui vont compléter d'autres efforts mondiaux, c'est très important. Comme on l'a dit tout à l'heure au début de la séance, quand Michael a présenté la vision du siège, nous voulons que les États membres deviennent plus forts au niveau local jusqu'au niveau national, qu'ils soient engagés vis-à-vis des différents défis auxquels on est confronté.
il n'y aura pas de changement à moins que l'on travaille ensemble. Et la négociation, les organismes de négociation internationale, aussi les propositions, les amendements par rapport au RSI et d'autres axes de travail des États membres. En fait, on voit que nos États membres sont de plus en plus impliqués dans les processus et en même temps, on voit qu'il y a une augmentation dans le nombre d'outils, de schémas et parfois on s'y perd. Il est extrêmement important il est important que les pays établissent une priorité sur comment ils vont avancer et avoir cet outil-là, cet outil tellement utile, cet examen par les pairs, c'est un autre moyen d'aider les pays à être plus forts. Vraiment merci énormément pour d'avoir été là, de votre soutien. Merci de mettre l'accent sur cet effort conjoint dans la région, chers collègues. C'est quelque chose vraiment qui va beaucoup bénéficier nos États membres. Merci beaucoup et je vous souhaite que le meilleur. Thank you, Mike. Special thanks to you, Mike. I know you're... Merci, Mike. Je sais que vous avez un agenda très chargé, donc merci d'avoir pris de votre temps. Non, c'est vraiment très intéressant, Ciro. Ça me fait plaisir de vous voir, de voir toute l'équipe. Donc, j'espère que les États membres ont pu avoir une bonne idée de la question. Donc, il faut encore gérer quelque chose au niveau interne. Merci. Thank you. Bye bye. Merci.